bonsoir tout le monde encore une fois de plus. Nous sommes à Bonsoir. notre troisième séance d'information aujourd'hui. Pour le programme, on ne le dira jamais assez, le programme Nouveaux Horizons pour aînés, financé par le gouvernement du Canada. La séance d'information et d'éducation de ce 20 mai, nous aurons comme intervenante Madame Madeleine Lippot, qui est conseillère en sécurité financière. Elle va nous parler de l'assurance vie. Au niveau de la biographie, immigrante d'origine camerounaise, Madame Lippot arrive à Montréal au début des années 2000. Maman est aînée d'une famille qui attend tout d'elle. Face à la réalité, elle retourne aux études dans le domaine des soins infirmiers recommandés par le centre d'intégration. Une fois diplômée, elle trouve un emploi. Comme tout parent, elle pense à protéger sa famille, mais elle ignore les réalités du système financier nord-américain. Elle souscrit à plusieurs assurances sans comprendre jusqu'au jour où elle rencontre un professionnel qui lui explique le bien fondé de l'assurance vie. Malgré son avancée dans le monde de la santé et fort de son implication sociale, elle opte pour la réorientation de carrière vers le domaine financier grâce à l'ouverture d'apprendre à tout âge en Amérique du Nord. Elle est très sûre qu'il y a plusieurs personnes ignorantes comme elle. Elle fait la formation, réussit et obtient les permis avec l'autorité des marchés financiers. Donc, depuis 7 ans, on peut dire 8 ans aujourd'hui, elle exerce en qualité de conseillère en sécurité financière. Alors, sans plus tarder, on va passer la parole à Maman Madeleine Lippot. Merci Madame la Présidente. Et merci vraiment aux personnes qui ont pris le temps de pouvoir partager cet instant avec nous autres, parce que c'est toujours de l'information qui nous permet de voir des choses plus clairement et qui nous donne également une bonne vision de ce qu'on désire. Je ne vais pas reprendre ce que la biographie le dit, mais je viens juste une fois de plus faire partie de DDI, Dernière Demeure Internationale, qui est également quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans le sens de nous protéger. Donc je reviens au thème du jour, donc l'assurance vie. L'assurance vie, c'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas partie de nous autres, hein, ça existe depuis très longtemps. Depuis ce très longtemps-là, nous, on a pris le temps de le modifier. Mais je parle vraiment de ce que les informations nous donnent dans toutes les recherches. L'idée de l'assurance vie dans la forme la plus proche d'aujourd'hui est partie depuis 1652 par un Italien, c'était un financier. Et son idée était soutenue vraiment avec un cardinal, donc quelqu'un de l'église. Il s'appelait Lorenzo Tonti, qui animait des associations comme celles qu'on anime aujourd'hui. Et il y a eu quelque chose qui l'avait vraiment choqué dans la société, parce qu'il avait constaté qu'il y avait des choses qui se passaient, et surtout en cas de décès. Donc en cas de décès, c'était vraiment très mal parti, on ne savait pas comment s'organiser. C'est là qu'il a eu l'idée de partir un fonds commun pour pouvoir faire face à cette situation de décès, et pour un temps limité. Donc c'est vraiment l'idée qui est partie de ce temps-là. En réalité, c'est parti de quoi? C'est parce qu'il fallait protéger de la responsabilité, protéger de la responsabilité. En réalité, qu'est-ce que c'est que l'assurance vie? L'assurance vie, c'est de la protection de responsabilité basée sur le revenu, sur l'âge, la condition de santé et divers autres engagements financiers. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde capitaliste aujourd'hui, et de plus en plus, ce sont ces engagements financiers qu'on devrait protéger. Et protéger pour nos ayants droit. Donc, parce qu'en réalité, est-ce qu'on peut assurer la vie? Moi, c'est la question que j'aime souvent poser.
Parce que ce nom-là, assurance vie, ne devrait même pas exister. On devait vraiment mettre que c'est un soutien pour pouvoir faire face, qu'on transfère à un autre organisme, parce que nous seuls, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas protéger ses responsabilités souvent. Donc c'est pour ça que la vie n'est pas assurable, donc on doit tout simplement protéger nos responsabilités qui partent généralement de notre revenu, parce que c'est ce qui nous donne le cadre de vie, dans le sens qu'avec ça qu'on va payer notre hypothèque, qu'on va payer notre maison, qu'on va faire face à nos charges dans ce monde capitaliste. Et par la suite, effectivement, qui peut travailler, qui peut exercer comme moi aujourd'hui, moi qui j'ai déjà le permis du gouvernement, qui va exercer comme moi? Il faut que cette personne, en somme, la profession de conseillère en sécurité financière est encadrée par l'autorité des marchés financiers. Et pour avoir un permis, ça dépend de la province. Nous sommes en Amérique, nous sommes au Canada, et il y a plusieurs provinces, et c'est chaque province qui a sa loi. Donc, il faut avoir le permis de cette province-là pour pouvoir exercer dans cette province. Et dans la formation, en réalité, qui peut l'offrir? Il y a l'industrie en général, je ne vais pas citer l'industrie des conseils financiers est très vaste. Il y a également dans les cégeps qu'on offre cette formation. Et il y a aussi d'autres organismes de formation privés qui le font. Donc, c'est vraiment quelque chose, comme je le dis une fois de plus, selon ma biographie, on a la chance de pouvoir réorienter sa carrière ici, donc réapprendre un autre métier pour pouvoir faire quelque chose. Et surtout quand il y a quelque chose qui t'a dérangé à un certain moment et que finalement tu te rends compte que il y a quelqu'un qui t'a donné la bonne information. Et là, vraiment, ça vient chercher ça vient chercher de l'émotion, en gros. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit normal? Dans un métier, dans une profession, ça prend toujours une protection du gouvernement. Donc, quand on est agréé par le gouvernement, c'est là qu'on va exercer. Et comment on le fait? Il y a plusieurs étapes. Comment faire une assurance vie? Il y a plusieurs étapes. Donc, les étapes, c'est vraiment rencontrer ce professionnel qui est agréé par le gouvernement. Et par la suite, bien sûr, c'est des personnes. Hein. Je parle là comme si c'était dans le vide. Non. Il s'agit des familles en général, sinon des personnes majeures qui ont déjà plus de 18 ans, qui ont de la responsabilité. Donc, on va les rencontrer. Aujourd'hui, cet outil Teams est là, mais moi, je fais beaucoup plus avec le Zoom. Mais par contre, c'est vraiment une rencontre face à face pour pouvoir vraiment faire une bonne collecte d'informations, parce que c'est une causerie avant de faire une analyse de leurs besoins, pour pouvoir répondre adéquatement à leurs besoins de protection. Donc, quand on répond à cette première étape-là, il faut vraiment aller de l'avant parce que quelque part, je fais souvent un parallèle aussi avec le milieu de la santé. Quand quelqu'un est malade, il faut qu'il rencontre le médecin. Mais avant d'arriver chez le médecin, il y a un tri qui se fait. L'infirmière qui va prendre la pression, donc elle va ramasser toutes les informations personnelles, poser des questions avant de transmettre le dossier chez le médecin. Mais avec le professionnel de conseillère financière, toi, tu regroupes tout ça en un. Donc, c'est toi qui rencontres cette famille pour pouvoir collecter ces informations. On se dit souvent qu'il faut que les informations vraiment soient déclinées dans la bonne foi. Parce que, bon, on n'a pas un appareil là pour pouvoir détecter quoi que ce soit. Donc, pour pouvoir établir le moment venu, ce lien, je vais me présenter et puis on travaille vraiment avec le couple, c'est mieux parce que, bon, nous sommes dans un monde où généralement la famille est en deux. Donc, monsieur et madame, il faut les rencontrer. Sinon, si c'est une seule personne, il faut la rencontrer et puis établir ce lien pour pouvoir décliner toutes les informations avec les identités telles que j'ai ma carte professionnelle, je présente d'abord et également cette personne ou cette famille va pouvoir décliner toute leur identité de la manière la plus convenable et la plus confortable. Donc, ça, c'est l'étape de la rencontre parce que pour faire l'analyse, il faut vraiment cette rencontre et puis on va avancer dans l'évolution de la chose
en faisant la prochaine slide pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins de la famille. Donc, c'est vraiment une collecte complète d'informations. Le nom tel qu'il est dans les documents officiels, le revenu, c'est-à-dire l'employeur, l'adresse de l'emploi, là où on travaille, les engagements, tous les engagements financiers. C'est bon, parce que bon, si on ne met pas tous ces engagements financiers, parce qu'en réalité, ce sont ces engagements qu'on protège. Si on n'est pas là, puisqu'on ne connaît pas vraiment le jour qu'on décède, il ne faut pas qu'on laisse cette charge-là aux ayants droit. On ne va pas leur laisser les dettes. Toujours pour faire un crochet à ma biographie, je pensais effectivement que non, il ne fallait pas laisser les dettes, mais pas seulement les dettes. Moi, je pensais que c'était l'héritage que je laissais. Mais ce n'est pas ça en réalité. Ce n'est pas un héritage. L'assurance vie, ce n'est pas un héritage. C'est pour faire face aux responsabilités qu'on a. Donc, une fois que toutes ces informations sont recueillies, on va donc aller faire une analyse dans le système pour pouvoir apporter une proposition d'assurance qui répond aux besoins réels de la famille, en fonction, une fois de plus, de tous leurs engagements, les âges des enfants, parce que quelque part, il faut accompagner les enfants jusqu'au moment où eux aussi, ils sont capables de pouvoir faire face à leurs engagements financiers, à leurs engagements, parce que là, ils sont responsables d'eux-mêmes. Ils ne dépendent plus de papa et de maman. Et la rencontre-là, elle est très importante. Et ça prend une autre rencontre pour pouvoir faire la continuité de la démarche. Donc, ce n'est pas la seule première rencontre qui va définir les choses, moins la protection, sinon en quelque sorte l'assurance vie. Donc, par la suite, quand on rencontre, on prévoit la deuxième rencontre, c'est là qu'on va définir quel est le type d'information qu'on récolte pour apporter une réponse aux besoins. En général, dans le système financier, dans le monde de l'industrie de la sécurité financière, il y a plusieurs types d'assurance vie. Dans cette assurance vie, nous, comme on est parti aussi au départ, l'assurance vie était quelque chose pour un temps défini. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de l'assurance vie temporaire. Donc, c'est-à-dire, il y a un nombre d'années bien déterminé pour pouvoir répondre aux besoins. Mais sinon, dans l'industrie, il existe également l'assurance vie permanente. Il y a même l'assurance vie, comment on appelle la dernière? Pas permanente, il y a, ça m'échappe là, mais elle est aussi permanente. Mais vraiment, les deux principales sont assurance vie permanente et assurance vie temporaire. Donc l'autre, il est la vie permanente. Est-ce que la vie peut être permanente? Ce sont les responsabilités qui ont un temps. Donc c'est pour ça que moi, ma philosophie, celle que j'ai adoptée, est dans le sens de l'assurance vie temporaire. Donc les notions qu'on doit normalement retenir, souvent on oublie. On pense faire une assurance, surtout quand on ne connaît pas, surtout quand on se met vraiment du côté que bon, je fais quelque chose pour répondre à un besoin, mais sans m'impliquer. Parce qu'en réalité, l'assurance vie, c'est quelque chose, on doit avoir de l'information, de l'éducation pour pouvoir souscrire à une assurance vie. Donc, c'est-à-dire comprendre ce qu'on achète. On ne va pas acheter quelque chose sans savoir. Ce que j'achetais avant, juste pour refaire le bien, je suis capable de payer. Je ne sais pas ce qui est là-dedans. Moi, je suis capable de payer. Assurance vie, c'est assurance vie. Mais les trois mots-clés, c'est le capital, qui correspond à une prime mensuelle c'est un engagement qu'on fait d'ailleurs, et les bénéficiaires. Parce que quand on n'est plus là, il faut qu'on remette le chèque à quelqu'un. Et c'est là qu'on va aller donc pour définir tous les trois termes. On va commencer par le capital. C'est quoi le capital? Le capital, c'est un montant qui est défini et qui sera remis aux bénéficiaires. Donc, le capital, c'est un montant. Le montant du chèque, je dirais qu'on achète tous les mois,
ou tous les 3 mois, ça dépend, mais c'est le mieux, c'est un engagement mensuel. Donc, on paye tous les mois pour pouvoir avoir un capital au moment où la personne décède. Et ce capital est une fois évalué en fonction des besoins réels de l'assuré. Ces besoins réels, une fois de plus, je reviens là-dessus, c'est vraiment les engagements financiers, la charge familiale, son état de santé. Donc, c'est le profil qui a été défini, qui va définir quel est le montant du capital pour pouvoir se projeter en fonction du temps ou de la permanence. Donc, tant que tu payes la prime, c'est comme la prime de l'assurance automobile. Si tu ne payes pas la prime de l'assurance automobile et que tu as un événement, tu ne pourras pas être dédommagé. Donc, c'est vraiment un engagement où il faut débourser chaque mois un montant en fonction du capital qui a été défini pour que quand l'événement arrive, pour qu'on remette le chèque aux ayants droit, donc aux bénéficiaires qui ont été nommés pendant l'établissement de la police d'assurance. Et aussi, il y a une possibilité, selon l'industrie, comme on dit, selon la philosophie de la bannière, la protection, pendant le temps de protection, tout le long, il faut vraiment s'engager pour pouvoir payer sa prime. Et quand le temps arrive à un certain moment, il peut arriver qu'on renouvelle, et c'est comme un bilan de santé. Quand on est à un certain moment, au moins chaque 2 ans, on devrait faire un bilan de santé. Donc, quand il y a déjà une relation qui est établie, on doit toujours rencontrer ces familles. À chaque événement qu'il y a dans la famille, on devrait rajouter l'information, sinon enlever l'information. Donc, mettre vraiment la police d'assurance à jour. La prochaine slide, s'il te plaît. D'accord. Donc, là, on arrive au niveau des bénéficiaires. Il y a 2 principaux bénéficiaires, 2 types de principaux de bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire les caractéristiques. Il y a une caractéristique qui est parfois un peu délicate. Cette caractéristique, c'est irrévocable. Donc, c'est-à-dire quand tu signes dans la police d'assurance que ce bénéficiaire est irrévocable, c'est un engagement vraiment scellé, si je peux le dire comme ça. Dans le sens qu'en cas de besoin, pour pouvoir modifier, ça prend l'acceptation de cette personne-là pour pouvoir changer de bénéficiaire. Par contre, la deuxième caractéristique révocable, ça ne demande pas un engagement de l'autre. Donc, on met la personne, en cas de changement, on modifie juste le bénéficiaire. Il y a également une troisième catégorie de bénéficiaires qu'on appelle des bénéficiaires subsidiaires. Donc, c'est-à-dire des sous-bénéficiaires en quelque sorte. Au cas où le bénéficiaire principal n'est plus là, ce sera les bénéficiaires subsidiaires qui vont relayer parce qu'on n'est pas seul au monde. Il y a toujours quelqu'un qui répond de l'autre, donc pour pouvoir remettre le chèque au cas où le bénéficiaire principal n'est plus là. Donc, l'importance vraiment de l'assurance vie, c'est très important. Et en plus, la chose que moi je constate dans le métier, dès que tu es jeune et que tu es responsable de tes affaires, si je peux le dire comme ça, tu n'es plus à la charge des parents. Tu devrais avoir ta protection à toi pour pouvoir faire face à tes engagements. Parce que aujourd'hui, là, le monde change. Les enfants font des engagements. Sinon, la carte de crédit arrive à la maison. Maman n'est même pas au courant, mais on commence à l'utiliser. On prend multiples engagements, mais les parents ne sont pas au courant des fois. C'est pour ça qu'il faut protéger cette partie-là en prenant cette protection très jeune. Parce que pendant qu'on est jeune, on est en bonne santé normalement. Donc, le profil est plus souple, dans le sens que le capital peut être plus élevé et la prime sera très, très faible. Donc, là, je parle vraiment du côté temporaire, où tu mettras plus de temps et le coût que tu auras aujourd'hui, tu l'auras pendant ce temps-là. Ça dépend, il y a parfois 30-35 ans de protection pour une faible prime mensuelle pour un capital plus élevé.
Donc, la deuxième recommandation est que vraiment, il est très important qu'on pense nous les parents, on fait souvent des choses, mais des fois, comme ce n'est pas dans notre culture, nous les immigrants, et parfois parce qu'on est ignorant aussi du système, on ne prend pas cette responsabilité au sérieux pour pouvoir prendre une police d'assurance pour protéger ses responsabilités. Donc cet engagement-là, c'est quelque chose vraiment de très important. J'en appelle tout simplement, comme je dis, j'envoie une recommandation pour qu'on puisse prendre cela au sérieux et savoir s'approcher des bonnes personnes pour pouvoir répondre à ce besoin. Également, cette prise en charge vraiment des engagements financiers, je viens de le redire, on prend généralement une hypothèque, mais au lieu de protéger la responsabilité face à cette hypothèque-là, des fois, on protège plutôt la dette avec l'institution financière au lieu de protéger ses responsabilités. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra qu'on mette en place. C'est les responsabilités qu'on protège. On protège les responsabilités de nos ayants droit au lieu de protéger du moins les créanciers. C'est vraiment le gros. J'espère que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai apporté des mots peut-être un peu plus simples à ce thème-là, l'assurance vie. Donc, très souvent, comme je dis une fois de plus, il faut qu'on pense à prendre l'assurance vie au sérieux et de savoir une fois de plus que ce n'est pas de l'assurance vie, mais c'est la protection de nos responsabilités. Il y a des questions, est-ce que c'est court, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment juste vous donner l'idée de ce que c'est que l'assurance vie. Merci pour la belle présentation. Elle est courte, mais elle est complète. Et la notion de responsabilité qui a protégé la responsabilité d'un chef de famille ou bien d'une personne majeure qui doit être protégée avec les assurances et non, si je peux comprendre très bien la fin de la présentation, et non aller protéger la dette au niveau de la banque. Il faut plutôt protéger sa famille, c'est-à-dire évaluer toutes ses charges et puis prendre une assurance. Parce que lorsqu'on a une hypothèque et qu'on prend une assurance peut-être au niveau de la banque, on protège la dette. La banque veut s'assurer que si on n'est plus, la dette doit être payée. Mais la banque ne veut pas savoir ce qu'il y a encore en arrière comme charge pour la famille. Donc, c'est un peu ça que je peux donner comme, en tout cas, ma compréhension. Alors, oui. Papa Moukoulou, vous avez la parole. Oui, c'est ça. Moi, ce que je voudrais savoir, les bénéficiaires révocables et irrévocables, vous dites que pour que l'on puisse révoquer l'irrévocable, il faut que la personne soit consentante. Ça signifie, quand est-ce qu'on établit que c'est révocable et irrévocable? Est-ce qu'il faudrait qu'au début, il faut qu'il ait deux signés ou une seule personne, c'est la signée? Oui, tel que c'est indiqué dans le monde des finances, des conseils financiers et des finances en général, quand il s'agit des époux, tel que le système le demande, donc habituellement c'est irrévocable. Des époux mariés légalement dans la légalité, souvent c'est irrévocable. Mais quand on se dit le temps change aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Je ne sais pas ce que je viens plaider ici, mais en cas de divorce, l'autre bénéficiaire risque de coincer l'autre dans le sens de pouvoir dégager la responsabilité. Donc, pour pouvoir dégager cette responsabilité, ça prend vraiment toute une procédure pour pouvoir signer des documents pour dire que désormais, je ne suis plus irrévocable, je me désengage, libérer l'autre personne pour que la personne mette le bénéficiaire. En cas de remariage, comme ça, on met l'autre conjoint. Par contre, révocable, on n'a pas besoin de faire cette démarche. En cas de séparation, on change tout simplement de bénéficiaire. Alors, supposons que la personne a pris une assurance quand il était célibataire. Oui. Là, il a marqué une autre personne. Maintenant, quand il se marie,
et qu'il ajoute l'époux ou l'épouse. Est-ce que c'est révocable, irrévocable? Parce qu'en fait, l'assurance a été contractée avant le mariage. Et la personne qui était là avant, je crois que l'épouse s'ajouterait comme subsidiaire dans ce cas, de plus à ce qui était déjà dit. Est-ce qu'on doit forcer les gens à dire que comme ils se marient, donc toute assurance prise antérieure, le nom de l'épouse doit être irrévocable? C'est justement, comme je dis, c'est une partie de la relation de confiance qui s'établit entre le professionnel et le client. La personne qui avait l'assurance avant, ça dépend de qui était le bénéficiaire. Souvent, c'est les parents qui peuvent être bénéficiaires, c'est-à-dire papa ou maman, ou les deux, ça dépend. Donc, normalement, quand la personne est maintenant engagée dans sa vie sociale aussi, normalement, c'est la personne avec qui il va continuer sa vie qui est normalement responsable, puisque là, c'est les deux qui seront responsables désormais. Donc, c'est là qu'il faut donc changer et mettre vraiment l'autre personne. Mais elle aussi, ça peut être revocable. C'est question vraiment juste de... Quand on est revocable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bénéficiaire. On est bénéficiaire plein aussi. Mais c'est juste que c'est plus souple à changer par rapport à l'irrévocable. Oui, Monsieur Bernabé, la parole est à vous. Ok, merci beaucoup Mamadé pour la présentation. Moi, je ne sais pas si j'ai très bien suivi. Si je n'ai pas très bien suivi, vous allez m'excuser, mais ma question porte sur l'assurance vie des enfants de moins de 18 ans. Est-ce que, par exemple, moi, j'ai mon assurance vie qui couvre mon hypothèque et puis une petite marge pour résoudre mes problèmes en cas de décès? Donc, est-ce que pour les tout petits, vous recommandez qu'on fasse une assurance vie pour les enfants de moins de 18 ans ou bien ce serait bon qu'on attende qu'ils atteignent les 18 ans là pour pouvoir engager? Parce qu'on a eu beaucoup de contacts avec des assureurs et bon, la tendance était de commencer l'assurance vie le plus tôt que possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends bien. C'est une très belle question. Moi, la philosophie sous laquelle j'ai mis en application ce que je fais comme profession, nous, on parle toujours des assurances temporaires. Et quand on établit une police d'assurance pour une famille, les enfants qui ont moins de 18 ans, on appelle ça avenant. Donc, il y a un avenant qui est dans la police des parents jusqu'à l'âge de 18 ans des enfants. Donc, et là, les enfants ne sont pas n'ont pas en réalité un capital, mais c'est un montant, je ne peux pas dire dérisoire, un montant qui soutiendrait au cas où un enfant décède. Généralement, c'est un 10 000, un 15 000, un 25 000. Donc, jusqu'au moment où les enfants atteignent dans leurs 18 ans, là, ils peuvent sortir de la police des parents pour commencer, eux, leur police d'assurance. Je ne sais pas si je réponds à la question. C'est juste pour dire que les jeunes enfants de moins de 18 ans sont dans la police des parents comme avenants. Mais dès qu'ils ont 18 ans, ils sortent de la police des parents. Et là, le capital qu'ils avaient au départ, tel que nous, on le met en pratique, tel que moi, je le mets en pratique avec la philosophie, ce capital-là est multiplié par 5 pour un départ. Sauf si l'enfant a déjà une responsabilité plus importante, là, on va vraiment lui établir une police d'assurance à la hauteur de ses responsabilités pour répondre à ses besoins réels. Est-ce qu'après 18 ans, mais les parents peuvent décider de continuer à payer l'assurance vie de l'enfant? Légalement, à un moment, on était jusqu'à 25 ans chez nous. Je pense que c'est aussi la majeure. D'autres, c'est vraiment 18 ans. À 18 ans, il faut qu'ils sortent de la police des parents. Et si les parents continuent à payer, qu'est-ce qui arriverait au cas où ça n'a plus de place, ça n'aura pas le même effet. Parce que dans le système, à 18 ans, l'enfant n'est plus dans l'avenant. Parce que vraiment, au plus tard, à 25 ans, l'enfant doit sortir de la police des parents. Ce n'est plus un avenant. Parce que l'avenant, ce sera juste au grand maximum, c'est un 25 000.
Oui. Donc, si l'enfant a 35 ans, qu'il a juste une protection de 25 000, je pense que la personne de 35 ans là a d'autres responsabilités. Oui, bonsoir tout le monde et merci encore pour la présentation, Mamadé. J'avais juste une question concernant l'information qu'il faut donner aux ayants droit. Parce qu'on se rend compte que des fois, on souscrit une police d'assurance, on ne fait pas savoir aux ayants droit. Et quand on n'est pas là, l'argent va au gouvernement. Donc, quel est le meilleur moment et quelle est la façon dont il faut informer les ayants droit qu'il y a une police d'assurance? C'est vraiment un très bon point. Une fois de plus, moi je reviens à comment on organise sa famille, si je peux le dire ainsi, dans le sens que normalement on devrait toujours parler, on devrait toujours communiquer, on devrait donner l'information à toute la famille. Et ça, c'est des petites choses qui nous manquent dans notre communauté. On fait des choses à l'écart de notre famille. Et pourtant, c'est des personnes qui devraient être informées et savoir que oui, en cas de situation de décès, c'est quelle personne qui est responsable. C'est un petit peu également comme on parle du testament. C'est tant de choses, mais je ne vais pas rentrer du côté testament. C'est juste pour dire que vraiment, c'est une causerie dans la famille de savoir que oui, si je ne suis pas là, la police d'assurance est à tel endroit, je suis assuré avec tel institut, une telle institution, et en cas de besoin, la police est là. Voilà les coordonnées de la compagnie. Vous appelez et puis vous dites, vous faites la déclaration. Moi, je pense que si je peux ajouter quelque chose, oui, bien sûr. On a eu une séance sur la planification des funérailles où on nous a vraiment parlé de la causerie telle que Mamadé a parlé, la causerie avec les ayants droit, avec les enfants, les personnes successibles. Donc, cette causerie-là, il faut encourager. C'est vrai que certains parents craignent parce qu'on a des enfants, il faut connaître aussi le mental des enfants pour leur donner certaines informations. Parce que certains enfants, s'ils donnent l'information, ils peuvent précipiter ta vie aussi. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait à ce que les parents parfois sont réservés. Mais je me dis, c'est une causerie qu'il faut toujours, à un moment donné, en parler avec les enfants. C'est très important. C'était clair, c'était succinct et c'était vraiment l'essentiel, qu'on comprenne l'importance de l'assurance et qu'on ait l'habitude d'aller chercher et qu'on sait quoi acheter, parce qu'on va acheter la police d'assurance. Il faut regarder le capital. Si je ne suis plus là, qu'est-ce qu'on donne aux enfants, aux ayants droit? Combien je paye par mois? Assurer que les bénéficiaires sont inscrits. Parce que si je peux encore ajouter quelque chose, si je m'avais cherché dans l'ancienne présentation de Maître Semeksan, elle dit il faut toujours préciser les bénéficiaires dans ton contrat parce que ça évite de se retrouver au tribunal. Je ne sais pas si c'était elle qui nous avait dit ça. Lorsque le bénéficiaire est précisé dans le contrat, les assureurs vont rapidement verser de l'argent. Or, si les bénéficiaires ne sont pas précisés dans le contrat, il faut aller verser à la succession. Donc, ça va prendre plus du temps. Oui. Oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pour ça que vraiment, c'est là la nécessité de savoir quel est le bénéficiaire. Est-ce qu'il est irrévocable ou revocable? Une fois de plus, c'est pas pour revenir, mais au cas où il arrive un décès, j'ai eu un appel dernièrement, il y a eu un décès, quelqu'un qui est décédé et il était séparé, mais dans sa police, effectivement, ce n'était pas encore modifié et ça fait des situations vraiment parfois évidentes, beaucoup d'émotions. À qui on va remettre le chèque? La famille interpelle de l'autre côté, l'ex qui interpelle de l'autre côté, à qui on va remettre? Il faut vraiment le nommer, c'est plus simple comme ça. Le nommer et penser d'échanger lorsque les situations changent. Lorsque la situation... C'est ça. C'est ça. Ouais.
Je vous remercie infiniment, Mamadé, je te remercie pour cette deuxième séance d'information et passez une excellente soirée.